Le cadavre est juste là. Mais pour l'atteindre, les policiers doivent découper la forêt. On est au Texas, à quelques kilomètres de la ville de Bayton, dans une zone tellement dense que même les enquêteurs comprennent vite une chose. On vient pas ici par hasard. Et justement, ça fait 2 semaines que Crystal McDowell est introuvable. Sa Mercedes noire a refait surface sur le parking inondé d'un motel. Les clés laissées à l'intérieur. Comme si quelqu'un voulait faire croire à une fuite, un vol ou une disparition provoquée par le chaos de l'ouragan Harvey qui a frappé durement l'État. Sauf que maintenant, les policiers ne cherchent plus une voiture. Ils cherchent une mère de famille. Donc ils avancent dans la boue, au milieu des branches détrempées, jusqu'à une zone tellement fermée qu'il faut ouvrir le passage à la main. À chaque pas, l'idée devient plus claire. Celui qui a amené Crystal ici ne voulait pas seulement cacher un corps. Il voulait que la tempête termine le travail. L'eau, la végétation, le temps, tout joue contre les enquêteurs. Sauf que les probabilités viennent tout juste d'être déjouées, parce qu'un policier vient de voir quelque chose. À cet instant, l'affaire bascule. Crystal n'a pas disparu à cause de l'ouragan. Elle n'a pas quitté Bayton pour recommencer sa vie ailleurs. Elle était cachée là, dans un endroit choisi pour que personne ne puisse la ramener à sa famille. Et maintenant que son corps vient d'être retrouvé, une question devient beaucoup plus urgente. Qui la connaissait assez bien pour planifier son meurtre? Et sans surprise, il y a plusieurs réponses possibles. Nous sommes à la fin du mois de 2017 et Houston disparaît sous les eaux. L'ouragan Harvey vient de déverser des trombes de pluie sur le sud du Texas. C'est dans ce décor de fin du monde qu'une carrosserie noire émerge à moitié des flots sur le parking inondé d'un Motel 6 le long de l'Interstate 10. Une Mercedes abandonnée, dont la propriétaire est une dénommée Crystal McDowell, une agente immobilière de 37 ans résidant à Baytown, dans la banlieue de Houston, qui s'est justement volatilisée 3 jours plus tôt. Alors est-il possible que quelqu'un ait profité du chaos ambiant semé par l'ouragan pour mettre sa disparition en scène? Et si c'est le cas, qui a fait ça? Pour le savoir, il faut oublier la tempête un temps et remonter le fil de la vie de Crystal parce que il s'avère qu'elle a déjà failli basculer plusieurs fois. Crystal Ann Serratt naît et grandit au Texas. Son enfance n'a rien d'un conte de fées. D'abord parce que ses 2 parents sont toxicomanes. Ils meurent d'ailleurs à moins d'1 an d'intervalle alors qu'elle n'a que 11 ans. Sur cette chaîne, même les souvenirs d'enfance ont un casier judiciaire. Très jeune, Crystal est donc déjà orpheline. Sauf que le pire est encore devant elle. À peine 2 ans plus tard, à l'âge de 13 ans, elle est enlevée par un homme qui la séquestre dans un poulailler avant de l'agresser sexuellement. Elle parvient à s'échapper et trouve refuge à Bayton chez son oncle et sa tante, Jeff Walters et Cindy Serratt, qui la recueillent et l'élèvent. C'est auprès d'eux que Crystal commence à se reconstruire, doucement. Il faut du temps et de l'amour pour surmonter l'enfance absolument abominable qu'elle traverse. Seulement elle est forte, alors elle parvient à mettre tout ça de côté pour prendre un nouveau départ. Une fois adulte, elle décroche un poste d'hôtesse de l'air dans la compagnie ExpressJet. Elle y reste une 15aine d'années, jusqu'à devenir formatrice pour les nouvelles recrues. Ce métier lui va comme un gant, parce qu'elle adore les gens, le mouvement et les voyages d'un bout à l'autre du pays. Après ça, elle se reconvertit dans l'immobilier. Et là encore, ça marche fort. Elle rejoint l'agence familiale Virginia Malone & Associates, où elle fait ses armes jusqu'à se bâtir une solide réputation dans la région de Houston. Crystal finit même par s'imposer en agente prospère et reconnue que tout le monde adore. Bon, sur le papier, elle a tout réussi. Elle s'est relevée de tout, elle a une vie professionnelle à succès et a même fondé une famille qu'elle fait vivre. Crystal est une maman dévouée pour son fils et sa fille, Madden et Maui, qui ont 8 et 5 ans en 2017. Ces 2 enfants, elle les a eus avec un homme de 44 ans, rencontré du temps où elle était encore hôtesse de l'air, Stephen McDowell. Quand ils décident de former un couple officiellement, au milieu des années 2000, leur entourage les trouve parfaitement assortis. Stephen est généralement décrit comme un grand gamin. Il est gentil, drôle, mais aussi passionné de jeux vidéo et de voitures de sport. Ajoute jaloux mais pas possessif et on a un candidat de télé-réalité. Crystal est persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie, alors le couple se marie en 2007. Sauf que derrière cette façade de tourtereau follement amoureux, les premières fissures apparaissent rapidement. Dès l'année suivante, en 2008, Crystal demande le divorce. J'avais dit rapidement, j'avais pas menti. Mais elle renonce à aller jusqu'au bout de sa démarche, parce que Steven menace de mettre fin à ses jours. Donc ils restent ensemble, et la vie reprend son cours, du moins en apparence. Et oui, au fil des années, un net déséquilibre s'installe dans le ménage, notamment parce que c'est Crystal qui porte la famille à bout de bras. Sa carrière ayant décollé, c'est elle qui génère l'essentiel des revenus du foyer. Steven est responsable d'expédition, il gagne beaucoup moins que son épouse. On sait ce que les histoires d'argent provoquent au sein des couples. Un paquet d'embrouilles. Pas qu'au sein des couples d'ailleurs. Les années s'écoulent, la relation de Crystal et Steven ne cesse de se détériorer jusqu'à devenir franchement toxique. Résultat,
Début 2017, elle prend à nouveau la décision sur laquelle elle était revenue en 2008. Au mois de février cette année-là, elle dépose une seconde demande de divorce. Et cette fois, elle ne revient pas en arrière. Le divorce des McDowell est prononcé en juin 2017, après une dizaine d'années de mariage. À 3 ans de la quarantaine, Crystal est enfin libre de tout recommencer. Sauf que dans les faits, se séparer n'a rien de simple. Au moment où Crystal rompt avec Steven, la maison qu'elle a achetée à Bayton est en plein chantier. Et tant qu'elle n'est pas habitable, elle n'a nulle part où aller. Alors, en attendant la fin des travaux, elle reste sous le même toit que son ex-mari avec leurs 2 enfants, près de Montbellieu, dans une maison qu'elle l'a aidé à acheter d'ailleurs. Bon, vivre avec son ex, c'est à peu près aussi judicieux que de jouer avec un sèche-cheveux dans son bain. Donc plusieurs mois après avoir divorcé, Crystal et Steven dorment séparément, mais vivent toujours ensemble. Une cohabitation déjà inconfortable en soi, qu'il devient bien davantage quand un troisième personnage entre dans le tableau. Cet homme, c'est Paul Hargrave, un bijoutier de la région, âgé de 37 ans, lui aussi divorcé et père célibataire d'une fille. Il est héritier d'une longue lignée d'artisans joailliers, et sa rencontre avec Crystal tient presque du cliché romantique. Un jour d'été 2017, elle pousse la porte de sa boutique pour prendre soin de la bague de sa grand-mère. Paul est immédiatement séduit par sa personnalité. Puisque l'attirance est réciproque, de fil en aiguille, le bijoutier et sa cliente tombent amoureux. À mesure que les semaines passent, le couple s'épanouit. Paul et Crystal font rapidement des projets. Ils parlent d'emménager ensemble et réservent des billets pour un voyage en Belgique au mois de septembre. Une petite lune de miel à la friterie. De la vie de tous ses proches, Crystal n'a jamais paru aussi rayonnante. Pour la première fois depuis longtemps, elle a l'impression de revivre. Le seul problème là-dedans, c'est sa colocation forcée avec Steven. Dès le départ, Crystal décide de lui cacher soigneusement sa nouvelle relation, parce qu'elle est persuadée qu'il supporterait mal d'apprendre qu'elle a refait sa vie. C'est pour cette raison que durant tout l'été, elle se retrouve partagée entre 2 maisons. Ses journées et ses nuits se découpent entre le logement de son ex-mari et celui de son compagnon, à un peu moins de 30 km de là. Sur le moment, on peut n'y voir qu'une période de transition un peu bancale, mais tu vas voir qu'avec le recul, cette géométrie à 3 va prendre une toute autre dimension. Tout bascule à la fin du mois d'août 2017, au cours d'une matinée en apparence parfaitement ordinaire. Ce matin-là, Crystal doit quitter la maison de Paul pour retourner chez Steven. Un trajet court qu'elle a déjà fait des dizaines de fois. C'est donc parfaitement sereine qu'elle s'installe au volant de sa Mercedes, sans savoir que les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu. Le 25 août 2017, Crystal se réveille chez Paul après y avoir passé la soirée et la nuit. Elle quitte la maison de son compagnon vers 7h35, un moment capturé par les caméras de surveillance qui la filment traversant le salon de Paul avant de rejoindre sa Mercedes noire pour s'éloigner en empruntant l'allée. Crystal doit récupérer Madone et Maui chez Steven avant qu'ils ne partent travailler. À ce moment-là, rien ne cloche. Vers 8h30, elle envoie même un message à Paul pour le rassurer. Elle lui dit que les routes sont encore praticables malgré la tempête qui approche. Et puis, plus rien. Crystal ne donne plus aucune nouvelle. Elle ne se présente pas non plus au rendez-vous professionnel qu'elle avait dans l'après-midi, ce qui ne lui ressemble absolument pas. Pour ceux qui la connaissent, une Crystal qui demeure injoignable et manque le travail sans explication, c'est tout bonnement du jamais vu. Normalement, elle écrit à ses proches tout au long de la journée. En plus, elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. Surtout après avoir dit qu'elle venait les chercher. Donc très vite, l'inquiétude monte dans son entourage. Dès le lendemain, le 26 août, son oncle Jeff Walters signale officiellement sa disparition. Sauf que le timing n'aurait pas pu être pire. La veille, l'ouragan Harvey a touché terre sur la côte texane. Et dans les heures qui ont suivi, il a commencé à déverser des quantités de pluie historiques sur la région de Houston. C'est une bête de catégorie 4, la plus puissante à frapper le pays depuis plus de 10 ans. Mais le pire, c'est pas le vent. Au lieu de poursuivre sa route et de s'essouffler, l'ouragan s'immobilise au-dessus du sud du Texas, où il va rester plusieurs jours. Les rues se transforment en rivières, des quartiers entiers sont engloutis, et les secours sont débordés d'appels de détresse. Le shérif du comté de Chambers n'a pas d'autre choix que de détourner une grande partie de ses moyens vers le sauvetage des habitants. Ce qui veut dire qu'au moment précis où chaque heure compte pour retrouver Crystal, l'enquête tourne au ralenti, éclipsée par la catastrophe. Dans le fond, personne ne croit vraiment que la mère de famille a pu être victime de l'ouragan. Il semble même évident que sa disparition est d'origine criminelle. À ce niveau, même Scooby-Doo l'aurait compris. Et si c'est le cas, le passage d'Harvey est une véritable aubaine pour celui qui se cache derrière. Quand les enquêteurs dressent la liste des suspects potentiels, 2 noms s'imposent immédiatement. Ceux des hommes omniprésents dans sa vie, son ex-mari et son compagnon actuel. Le plus troublant dans tout ça, c'est que les 2 ont clairement de quoi éveiller les soupçons. Commençons d'abord par Paul. Juste avant de disparaître, Crystal a passé sa soirée chez lui,
Elle a même dormi là-bas. Plus curieux encore, il affirme qu'au moment où elle s'est volatilisée, il était sous la douche. Donc il n'y a pas le moindre témoin en mesure de confirmer qu'il était bien où il a affirmé être à ce moment-là. Et son comportement joue pas vraiment en sa faveur non plus. Parce qu'il récupère les images de vidéosurveillance montrant Crystal quitter sa maison. Sauf qu'il ne les transmet pas directement à la police. Il préfère les confier en premier aux médias nationaux. Un choix assez curieux qui intrigue fortement les enquêteurs. Quant au test polygraphique qu'on lui fait passer, il le rate, en se montrant plutôt agressif pendant l'examen. Pourtant, Paul n'en démord pas. Il n'a rien à voir avec la disparition de Crystal. Il a même sa propre théorie, et ne se prive pas pour en faire l'étalage. Dès qu'il parle aux enquêteurs, il oriente clairement les soupçons vers Steven. Selon lui, Crystal avait commencé à redouter son ex-mari, parce que ce dernier avait découvert l'existence de leur relation. Vérité ou simple tentative de détourner l'attention de sa propre personne? Difficile à dire, parce que Steven a bon dos, et que le coupable pourrait tout à fait s'en servir pour l'accabler. D'ailleurs, c'est une stratégie classique empruntée par les coupables dans ce genre d'affaires. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Steven coche aussi beaucoup de cases. Pour commencer, il a un mobile, le plus banal qui soit. Crystal a déjà menacé de lui couper les vivres. Il n'a pas encore digéré leur divorce, et il vient visiblement d'apprendre que son ex-femme passe ses nuits dans les bras d'un autre. Steven coche tellement de cases qu'on dirait un QCM. Malgré tout ça, il comptait profiter d'une croisière familiale pour la redemander en mariage. Au moment où, de son côté, Crystal réservait en secret un voyage en Belgique avec Paul. En gros, Steven avait clairement l'intention d'essayer de la reconquérir. Preuve en est, il porte toujours son alliance, alors que son divorce a été prononcé 2 mois auparavant. Mais son attitude laisse paraître tout le contraire. Alors que la mère de ses 2 enfants a disparu, Steven reste étrangement serein. Il se montre presque détaché, au point de paraître arrogant aux yeux de certains. Et surtout, quand il fouille dans le passé récent du couple, les enquêteurs remontent quelque chose dont il ne s'est pas vanté. Le 20 mars 2017, dans les semaines qui ont suivi sa séparation avec Crystal, Steven a disparu un temps, en emmenant leurs enfants avec lui. Il aurait même proféré une terrible menace, celle de se donner la mort en emportant son ex-femme et les petits avec lui. Heureusement, il a finalement ramené Madden et Maui sains et saufs. Voilà un antécédent qui forcément joue pas en sa faveur après la disparition inquiétante de Crystal. Cela dit, quand on l'interroge, Steven ne se démonte pas une seconde. Il affirme que Crystal n'est jamais venue récupérer les enfants le matin des faits. Elle lui aurait même envoyé des messages annonçant qu'elle voulait partir à Dallas avec eux, pour échapper à l'ouragan. Sauf que ces fameux messages laissent son entourage perplexe. Jeff, l'oncle de Crystal, ne croit pas une seconde à cette histoire de départ précipité, dont sa nièce ne lui a jamais soufflé un mot. Alors, à ce stade de l'enquête, qui des deux ment? Paul, l'amant trop présent, ou Steven, l'ex trop calme? Impossible de trancher. Et c'est pas tout. Un élément vient brouiller les pistes encore un peu plus, parce qu'il s'avère que Paul n'est pas le seul à échouer au détecteur de mensonges. Steven se rate lui aussi quand il passe un test polygraphique. Les 2 hommes présents dans la vie de Crystal ont été soumis au même examen, et l'ont foiré l'un comme l'autre. Waouh, à ce stade, Cupidon mériterait une mise à pied. Sur le papier, Paul et Steven se valent, mais il y a quand même une différence. Paul, lui, n'avait pas de raison de tuer Crystal. Elle était son présent et son avenir. Or, pour Steven, c'était l'inverse, parce qu'en refaisant sa vie, elle allait possiblement lui prendre tout ce qu'il avait de plus précieux, ses enfants et les largesses financières dont il profitait. Tout ce qu'il faisait tenir debout reposait sur une femme qui venait de le quitter. Reste à savoir si ça a suffi à transformer un homme blessé en meurtrier. Pour en avoir le cœur net, il manque encore un élément crucial, qui va refaire surface au beau milieu des eaux. Reprenons là où tout a commencé, avec l'histoire de la Mercedes noire échouée sur un parking inondé. Nous sommes le 28 août 2017, 3 jours après la disparition de Crystal, et les recherches s'éternisent dans un Texas dévasté par les eaux. Face à des autorités débordées par le passage de l'ouragan, la famille de la disparue a décidé de ne pas rester les bras croisés. Avec l'aide de Paul, ses proches diffusent sa photo et le signalement de sa voiture sur les réseaux sociaux. Tout ça en promettant une généreuse récompense pour toute information utile. Paul met 5 000 $ dans la cagnotte, et l'oncle Jeff en rajoute 10 000. Et c'est précisément ce qui finit par payer. Un inconnu ne tarde pas à envoyer un message à l'une des cousines de Crystal, accompagné de la photo d'une voiture noire. Sur le cliché, on distingue une plaque d'immatriculation, qui dépasse à peine de l'eau. La voiture semble sur le parking d'un Motel 6, le long de l'Interstate 10, à une dizaine de kilomètres de chez elle. Aucun doute possible. C'est bien la Mercedes classe C de Crystal. Pour la récupérer au milieu de la crue, les autorités doivent réquisitionner une embarcation des secours,
jusque-là mobilisée pour évacuer des habitants. Et ce qu'elle découvre en s'approchant ne fait que renforcer les soupçons. Les portières du véhicule ne sont pas verrouillées, et les clés ont été laissées bien en évidence sur la console centrale. Pour les policiers, l'ensemble a des airs de mise en scène. Il y a de fortes chances pour que la voiture ait été abandonnée là volontairement. L'idée était sans doute de faire croire à un vol, ou à une fuite de cristal, en laissant la possibilité à n'importe quel passant mal intentionné de s'emparer du véhicule. Sauf que le plan s'est heurté à un obstacle de taille. L'ouragan Harvey lui-même. Avec une ville entière sous l'eau, aucun voleur n'est venu mordre à l'hameçon. La racaille a préféré laisser passer l'orage. Résultat, au lieu de disparaître, la Mercedes est restée plantée là, intacte. Et elle vient de se transformer en pièce à conviction. Parce que c'est précisément cette voiture qui permet aux enquêteurs de resserrer l'étau, alors que l'affaire ressemble encore à un véritable casse-tête. La liste des personnes susceptibles d'être impliquées a enflé jusqu'à atteindre 9 noms. Mais on va pas se mentir, les deux suspects qui continuent de cristalliser l'attention sont toujours les mêmes, Paul et Steven. Et voici le moment où la balance commence enfin à pencher. Le premier à sortir du cadre, c'est Paul. Le bijoutier finit par remettre aux enquêteurs les fameuses images de vidéosurveillance de sa maison. Celles qui montrent Crystal traverser son salon, monter dans sa voiture et quitter sa propriété le jour où elle a disparu. Le fait que l'homme les ait d'abord transmises aux médias avant de les donner à la police laisse toujours planer un léger malaise. Mais sur le fond, l'emploi du temps qu'il dit avoir eu tient parfaitement la route. Ce jour-là, Paul est allé travailler. Il a passé une longue journée à sa boutique, et son alibi est vérifiable de bout en bout. Les enquêteurs finissent donc par l'annoncer officiellement. Le nouveau compagnon de Crystal est mis hors de cause. Et à l'instant où Paul sort du tableau, un seul homme reste sous les projecteurs, Steven. Plus les policiers creusent de son côté, plus il y a d'éléments qui s'accumulent contre lui. D'abord, la version qu'il a donnée commence à prendre du plomb dans l'aile. Souviens-toi, il avait dit que Crystal n'était pas arrivée chez lui ce matin-là, ce qui sous-entendait qu'elle avait probablement eu un souci et disparu sur le trajet. Sauf qu'en fouillant le domicile familial, les enquêteurs retrouvent le sac dans lequel elle transportait ses dossiers professionnels. Un adjoint du shérif repère même sa robe noire abandonnée dans la machine à laver, preuve supplémentaire qu'elle est bien passée par là récemment. Autrement dit, contrairement à ce que prétend Steven, Crystal s'est bel et bien rendu chez lui le 25 août 2017 dans la matinée. Mais le véritable coup de grâce vient des caméras. En épluchant la vidéosurveillance des commerces voisins du Motel 6, les enquêteurs tombent sur plusieurs séquences accablantes. Le 26 août, à 6h37 précise, la Mercedes de Crystal est filmée alors que quelqu'un la gare en marche arrière sur le parking de l'établissement hôtelier. L'homme que l'on voit manœuvrer le véhicule présente une silhouette très similaire à celle de Steven. Et c'est pas tout. Environ 5 heures plus tard, ce même 26 août, une autre caméra capte une scène particulièrement suspecte. On peut voir une voiture se garer à la station-service Shell, qui se trouve à côté du motel. Sauf que ce n'est pas n'importe quel véhicule, c'est une Mustang, un modèle rare et facilement reconnaissable, identique à celle que possède Steven. Le conducteur ne fait pas le plein. À la place, il jette ce qui ressemble à des vêtements dans une poubelle, puis lance un regard en direction du parking du motel, comme pour s'assurer que la Mercedes s'y trouve toujours. Bon, à ce stade, il manquait plus qu'un selfie devant les caméras. Les enquêteurs récupèrent rapidement la benne en question. Pas de chance, son contenu s'est volatilisé, emporté par les eaux de l'inondation. Et il y a un autre détail troublant. Sur d'autres images, on distingue une personne avec une capuche sur la tête, qui rôde à vélo près de l'endroit où la voiture a été déposée. Le truc, c'est que peu de temps avant, la caméra d'un Walmart du coin a filmé un homme correspondant au signalement physique de Steven. Il s'est acheté un vélo, une canette de Red Bull et un paquet de cigarettes, le tout payé en liquide. À tout ça vient s'ajouter un dernier point, qui laisse clairement penser que Crystal n'est plus de ce monde. Avant que son portable soit définitivement éteint, il a borné dans une zone marécageuse et boisée des environs, une région isolée, noyée sous des trompes d'eau, où personne n'irait spontanément chercher quoi que ce soit. Pourtant, même mis face à tous ces éléments, Steven continue de tout nier en bloc. Pendant près de 2 semaines, la pression monte un peu plus chaque jour. Et au milieu de ce climat déjà électrique, une polémique vient envenimer les choses. Plutôt que de concentrer publiquement les soupçons sur Steven, le shérif désigne un autre suspect devant les caméras de télévision, Jeff Walters, l'oncle de Crystal, celui-là même qui l'a élevé après les horreurs qu'elle a subies, et se démène jour et nuit pour la retrouver depuis qu'elle a disparu. Bon apparemment Scooby-Doo est meilleur enquêteur que le shérif. La famille, déjà à bout de nerfs, le vit comme une véritable trahison. Un conflit ouvert éclate alors entre les proches de Crystal et les autorités, à qui beaucoup reprochent d'avoir traîné des pieds depuis le tout début. Mais
Pouvait-elle vraiment faire autrement? L'ouragan Harvey était un monstre. Dans le secteur de Mont-Belvieu, où la Mercedes a été abandonnée, on a relevé plus d'1,30 m de précipitation. La ville s'est retrouvée paralysée. Des centaines de milliers de maisons ont été englouties par les eaux, et des dizaines de personnes ont perdu la vie. Cette tempête est devenue l'une des catastrophes les plus coûteuses de l'histoire américaine. C'est dans ce déluge que la personne impliquée dans la disparition de Crystal a pensé pouvoir dessiner les contours d'un plan parfait. Manque de peau, c'est tout l'inverse qui s'est produit. La crue a cloué la voiture de Crystal sur place, au lieu de la faire disparaître, après quoi sa famille l'a débusquée. Le tout pendant que les caméras continuaient de tourner imperturbablement. En bref, l'ouragan censé tout effacer est en train de devenir le piège qui se referme autour du coupable. Tout est prêt pour qu'il commette l'erreur de trop, et pour qu'il aille faire un tour à l'ombre. Une erreur qu'il va faire quelques jours plus tard, devant la dernière personne qui s'attendait à ça. 2 semaines. C'est le temps qu'il a fallu pour que Steven devienne le seul et unique suspect dans l'affaire de la disparition de Crystal. Nous sommes le 8 septembre 2017, 14 jours après le début des recherches, et son monde est en train de s'effondrer. Les preuves s'accumulent contre lui, la rumeur publique le désigne, et ses 2 plus jeunes enfants vont bientôt lui être enlevés. L'homme posé des premiers jours a laissé place à un père acculé, qui sent le sol se dérober sous ses pieds. Et c'est là, à bout, qu'il finit par craquer, mais pas devant la police. Le tout premier aveu, Steven ne le livre ni à un enquêteur, ni à un procureur. Il se confie à sa propre fille, à qui il demande de venir en pleine nuit. Krista McDowell est son aînée, issue d'une relation précédente. Une jeune étudiante universitaire, pour qui Crystal a été une belle-mère aimante. Ce jour-là, face à elle, Steven finit par baisser la garde. Mais même seul devant son enfant, il ne parvient pas à prononcer les mots. Crystal le supplie encore et encore de lui dire ce qu'il a fait. Seulement, son père ne lui répond que par bribes, en répétant qu'il ne peut pas et qu'il l'aimait de tout son cœur. Alors à bout, elle finit par lui demander frontalement s'il sait où se trouve le corps de Crystal. Cette fois, Steven détourne le regard, puis fond en larmes, incapable de dire quoi que ce soit de plus. Ce silence-là vaut tous les aveux du monde. À cet instant précis, Krista comprend que son père sait exactement où est le corps de Crystal, et donc qu'il l'a tué. Le lendemain, le 9 septembre, Steven se présente enfin devant les enquêteurs pour passer officiellement aux aveux. Quand il le fait, il est libre, mais contre toute attente, il le laisse repartir. Oui, t'as bien entendu. Alors qu'il est suspecté d'avoir commis un meurtre, les policiers l'autorisent à aller passer une dernière soirée tranquille chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Il a simplement promis de revenir le lendemain pour tout dire. Sur le papier, ça ressemble à une décision aberrante. Le genre de pari insensé qui peut flinguer une enquête entière. Sauf qu'à ce stade, les policiers n'ont aucun moyen de retenir Steven. Ils n'ont pas encore de quoi l'inculper formellement pour le meurtre. Et surtout, sans aveu, ils doutent de pouvoir retrouver le corps de Crystal un jour. En plus, ils ont joué la seule carte qui compte vraiment, parce que quelques heures plus tôt, les services sociaux ont retiré Madden et Maui à leur père. Steven n'a donc plus rien à fuir et plus grand-chose à protéger. Ses enfants sont déjà partis, et il sait qu'il est dos au mur. Le laisser rentrer chez lui reste un pari vertigineux. S'il met fin à ses jours dans la nuit, les enquêteurs perdent leur unique chance de retrouver le corps de Crystal, puisqu'il est le seul au monde à savoir où elle repose. Sauf qu'ils n'ont pas vraiment le choix, alors ils misent tout sur la promesse qu'il leur a faite. Par chance, le lendemain matin, Steven est là comme convenu. Et cette fois, il avoue tout, à commencer par le déroulé de la matinée du 25 août 2017. Ce matin-là, quand Crystal passe chez lui pour récupérer les enfants, une violente dispute éclate entre les 2 ex-époux. Steven lui reproche d'avoir dormi ailleurs encore une fois, ce à quoi elle lui répond sans détour qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui et qu'elle compte bien tourner définitivement la page. C'est à cet instant que Steven sort de ses gonds. Il agrippe Crystal par derrière, sans qu'elle ne le voie venir, et commence à l'étrangler en resserrant son étreinte jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Après l'avoir tuée, Steven enveloppe son corps dans une couverture et des sacs, puis le dissimule dans le coffre de sa propre Mercedes. À ce moment-là, 2 enfants de 8 et 5 ans sont dans la maison, et ça a pas l'air de le déranger plus que ça. Le lendemain matin, le meurtrier les laisse seuls chez lui, pour aller disposer de la dépouille de leur mère dans une zone boisée et isolée. Puis, il laisse sa voiture en évidence sur le parking du motel, clé à l'intérieur dans l'espoir que quelqu'un la vole. Jusque-là, tout cadre avec ce qui a été découvert par les enquêteurs. Pourtant, une fois les aveux de Steven enregistrés, il reste une question en suspens, et pas des moindres. Où est le corps de Crystal? Sur ce point précis, Steven se fait soudain marchandeur. Il accepte de conduire les policiers jusqu'à la dépouille de son ex-femme. Mais
pose une condition non négociable. Il exige qu'on écarte définitivement la peine de mort des possibles condamnations à venir. Aïe! Les autorités font face à un terrible dilemme, parce qu'ils mériteraient de faire face à la peine de mort. Sauf qu'elles finissent par céder. Pourquoi ? Encore une fois, parce qu'elles n'ont pas le choix. Sans la coopération de Steven, pas de corps. Et qui dit pas de corps, dit dossier d'accusation fortement fragilisé, et donc un risque d'acquittement en cas de procès. Ce qui serait un magnifique raté. Autant dire qu'il négocie avec le sourire d'un gars qui vient de marcher dans une merde. Une fois l'accord passé, le meurtrier guide les enquêteurs vers une zone marécageuse et densément boisée, près de Needle Point Road, non loin de son propre domicile. C'est là, au cœur d'une végétation très dense, qu'il a caché le corps de Crystal. Le terrain est si difficile d'accès qu'il faut dégager les arbres et les branchages pour parvenir à l'extraire. Tout le monde en a désormais la certitude. Sans les indications de Steven, jamais la dépouille de Crystal n'aurait été retrouvée dans ces broussailles. La crue se serait probablement chargée de le faire disparaître à jamais. Comme rien n'est simple dans cette affaire, sauf peut-être le tueur, l'état de décomposition avancé des restes de la victime rend la détermination de la cause de la mort extrêmement difficile. À partir de là, le dernier point restant à trancher est sûrement le plus mystérieux de cette affaire. Il s'avère que celle qui connaît peut-être le mieux Steven, sa propre fille, est convaincue d'une chose troublante. Selon Krista, son père n'a jamais cessé d'aimer Crystal, y compris au moment où il l'a tuée. Et les aveux qu'il a faits semblent lui donner raison. Au milieu de son récit, alors qu'il vient de décrire froidement la façon dont il a étranglé la mère de ses enfants, Steven laisse échapper une phrase inattendue. « Je voulais pas lui faire de mal. Je l'aime. Je ferai n'importe quoi dans ma vie pour la ramener. » Ces quelques mots ne sont pas anodins. Ils contiennent en réalité toute la ligne de défense sur laquelle il compte s'appuyer. Celle de l'homme emporté par un accès de rage incontrôlable, qui n'aurait jamais pu préméditer un meurtre. Une version qu'il faut garder à l'esprit, sans pour autant la prendre pour argent comptant. Désormais, c'est à la justice de trancher, et un témoin que personne n'attendait va fortement lui faciliter les choses. Avec des aveux complets et un corps retrouvé, on pourrait croire que l'affaire est pliée. Ce serait mal connaître Steven et son légendaire culot. Parce qu'à la surprise générale, malgré tout ce qu'il a reconnu devant les enquêteurs, il plaide quand même non coupable. La tenue d'un procès reste donc nécessaire pour clore le dossier. Officiellement mis en accusation en novembre 2017, Steven comparaît en juin 2019 devant un tribunal de Galveston après que la défense ait obtenu le dépaysement des audiences. À ce stade, le suspense n'étouffe pas la salle. À travers ses aveux, Steven a déjà admis avoir tué Crystal, et sa culpabilité ne fait plus de doute. Ce qui se joue réellement, c'est autre chose, à savoir une bataille autour de ses intentions. À la barre, Steven fond en larmes, et jure qu'il aimait Crystal plus que tout au monde, avant de livrer une version des faits aussi stupéfiante que cynique. Il prétend que dans la matinée du 25 août 2017, il aurait fait l'amour avec son ex-femme dans la chambre. Emporté dans leurs étreintes passionnelles, il l'aurait alors serré si fort qu'il l'aurait tué sans même s'en rendre compte. Un accident en gros, qui n'aurait été que le résultat d'un trop plein d'amour. Un baiser-tueur quoi. Une version que les proches de Crystal balaient aussitôt, n'y voyant qu'un mensonge de plus. En clair, Steven plaide le crime passionnel, commis sous le coup de l'émotion. Et l'enjeu est de taille, parce qu'au Texas, cette qualification peut faire chuter la peine encourue de façon spectaculaire, vu qu'elle n'est comprise qu'entre 2 et 20 ans de prison. Mais c'était sans compter sur l'accusation, qui dispose d'un témoin que rien ne peut contredire. Le plus déchirant de tous, ce témoin, c'est Maui, la fille de Steven et Crystal, qui était âgée de 5 ans au moment des faits. Dans une vidéo visionnée par le jury, la fillette de maintenant 7 ans raconte ce qu'elle a vu ce matin-là. Elle décrit ses parents en train de se disputer au sujet de la relation de Crystal avec un autre homme. Puis, elle raconte avoir vu son père pousser sa mère au sol et la serrer à la gorge jusqu'à ce que mort s'ensuive. Elle ajoute que Steven lui a ensuite ordonné de n'en parler à personne, pas même à son grand frère, Madden. Et il y a cette image insoutenable dans la bouche d'une enfant. Maui explique qu'elle a vu sa mère essayer de lui demander de l'aide, avant qu'elle ne fasse plus aucun bruit et qu'elle la regarde fixement, avec un air infiniment triste. En d'autres termes, Crystal s'est sûrement éteinte sous les yeux de sa fille. Ce témoignage réduit à néant la thèse de l'accident. Parce qu'une étreinte qui dérape, on ne demande pas à une enfant de la garder secrète. Pousser quelqu'un au sol pour l'étrangler, par contre, ça ressemble bel et bien à un acte délibéré. Tu l'as compris. En décidant de parler de ce dont elle a été témoin, Maui a mis la défense de son père à terre. Sauf que ça n'empêche pas cette dernière de tenter un dernier coup, le plus sordide de tous. Parce que plutôt que de défendre son client sur les faits,
Ses avocats choisissent de s'attaquer à la victime. Pour ça, Steven va jusqu'à lire à haute voix une série de messages au contenu sexuellement explicite devant le jury. Des échanges que Crystal aurait eus avec des amants pendant qu'ils étaient encore mariés. Ces messages n'ont jamais été authentifiés, et la question même de leur recevabilité se pose sérieusement. Le but étant évidemment de salir l'image de Crystal pour fissurer le portrait d'une victime irréprochable. Tout ça afin de faire basculer le doute du côté de l'accusé qui aurait été poussé à bout au niveau de ses émotions. Mais les jurés ne tombent pas dans le panneau. Et quand ils se retirent pour délibérer après 5 jours d'audience, il ne leur faut que 3h30 pour trancher. Stephen McDowell est reconnu coupable du meurtre de son ex-femme le 11 juin 2019. Faute d'avoir été poursuivi pour meurtre aggravé, il échappe à la peine capitale, écarté dès le départ par l'accord qui avait permis de localiser le corps de Crystal. Sur une fourchette qui pouvait aller de 5 à 99 ans de prison, la Cour le condamne finalement à 50 ans de réclusion, dont 25 années incompressibles. Dès l'énoncé du verdict, celui qui sanglotait à la barre ne montre plus la moindre émotion. Dans la galerie bondée, en revanche, la famille de Crystal explose. Pour ses proches, 50 ans, c'est un cadeau tombé du ciel pour l'assassin. Ils espéraient qu'il écope de la perpétuité ou même de la peine de mort. Et ils ont leur raison. Ils n'oublient pas que Steven aurait lâché, bien avant le drame, qu'il préférait détruire Crystal plutôt que de la savoir dans les bras d'un autre. Une phrase qui, à elle seule, s'avère révélatrice concernant la préméditation que le verdict vient de sanctionner. Aujourd'hui, Stephen McDowell purge sa peine à l'unité H.H. Caulfield à Tennessee Colony, au Texas. Il pourra demander une libération conditionnelle à partir de 2042. S'il ne l'obtient pas, sa sortie ne sera pas envisageable avant 2067. Il aura alors dépassé les 90 ans. Faudra pas trop manger de kebab à la cantoche. Le tueur de Crystal a été puni. Malgré tout, une question hante encore cette affaire. Le meurtre était-il prémédité ou pas? Pour Paul, le dernier amour de Crystal, la réponse ne fait pas le moindre doute. Il demeure convaincu que Steven savait précisément ce qu'il faisait. Il voyait son ex-femme lui échapper totalement, et il avait trop à perdre. Alors, en voyant venir l'ouragan Harvey, il aurait compris que la tempête pouvait lui offrir la couverture idéale pour effacer ses traces. Si c'est le cas, il serait alors clair que le crime, tout comme la mise en scène destinée à le maquiller, ne devait vraiment rien au hasard. Et pour toi, est-ce que le crime était prémédité? Tu peux me le dire en commentaire, mais pour moi, oui, clairement. Au-delà de la mise à mort en elle-même, c'est le fait de déposer la voiture de sa femme sur un parking avec les clés bien en évidence sur le tableau de bord qui me met la puce à l'oreille. Et évidemment, la zone marécageuse où le corps a été déposé. J'ai du mal à croire que ce soit de la pure improvisation. On en a assez vu ensemble pour savoir que les meurtriers qui n'ont rien prémédité sont rarement aussi organisés. Mais à toi de me dire en commentaire, je te lirai. D'ailleurs, ça me rappelle l'affaire chez la Belouche que je t'ai racontée sur la chaîne, où il y a aussi 2-3 trucs assez fous. On est arrivé à la fin de cette affaire criminelle, un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, les vidéos sortent tous les jeudis à 18h, tu les rateras pas comme ça, je te dis à très vite, bye.